Aujourd'hui, on plonge dans la tête d'un homme qui a littéralement redéfini notre place dans l'univers, Charles Darwin. C'est un naturaliste dont les travaux ont lancé une véritable révolution, pas seulement en biologie, mais dans notre façon même de voir le monde vivant. Accrochez-vous, parce qu'on part pour un voyage qui va bousculer pas mal de certitudes. On commence fort avec cette phrase, elle résume à elle seule le cœur de sa pensée. On n'est pas une création à part, mise au-dessus de tout le reste. Non, on est le fruit d'une longue, très longue histoire naturelle. Il faut bien se rendre compte qu'à son époque, une idée pareille, c'était absolument renversant. Dans une société où tout le monde croyait que l'humain avait été créé à l'image de Dieu, oser suggérer qu'on partageait un ancêtre avec les animaux, c'était presque un blasphème. Alors, comment est-ce qu'on va retracer cette aventure intellectuelle? Eh bien, voilà le programme. On va d'abord s'intéresser à ce voyage incroyable qui a tout déclenché. Puis, on verra comment l'idée de l'évolution a commencé à germer dans son esprit. Ensuite, comment tout ça a fini dans un livre qui a secoué la planète. On parlera bien sûr de la controverse énorme qui a suivi, et pour finir, on regardera l'héritage immense qu'il nous a laissé. Allez, c'est parti. Tout commence par une occasion un peu inattendue. Imaginez un jeune homme qui était à la base destiné à devenir pasteur et qui embarque pour un voyage qui devait durer 2 ans et qui finalement en durera 5. Ce voyage va changer pour toujours le cours de la science. Il se passe à bord du fameux HMS Beagle. Ce qui devait être une simple mission de cartographie se transforme en une véritable épopée. 5 ans autour du monde, de l'Angleterre jusqu'à l'Amérique du Sud, et bien sûr avec cette escale mythique aux îles Galapagos. Mais attention, Darwin n'est pas juste un touriste, il collecte, il observe, il dissèque, et surtout, il note absolument tout. À son retour, ce n'est plus du tout le même homme, il rapporte des caisses et des caisses de spécimens, des oiseaux, des insectes, des fossiles étranges, mais surtout des carnets noirs de questions fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu voir de si spécial? Imaginez un puzzle géant. En Patagonie, il tombe sur des fossiles de paresseux et de tatous gigantesques, des bêtes dignes d'un film, mais qui ressemblent étrangement aux espèces actuelles, en beaucoup plus petits. Puis, dans les Andes, à des milliers de mètres d'altitude, que trouve-t-il? Des coquillages marins. La seule explication, c'est que la Terre a une histoire incroyablement longue et qu'elle bouge. Et puis, bien sûr, il y a les Galapagos. Là, il remarque que les pinsons, ces petits oiseaux, ont des becs de forme complètement différentes d'une île à l'autre. Un bec pour casser des graines, un autre pour attraper des insectes. Chaque observation est une pièce de plus qui vient casser l'idée que les espèces sont fixes, créées une bonne fois pour toutes. De retour en Angleterre, Darwin ne se précipite pas pour publier ses conclusions. Bien au contraire. Il entre dans une très longue période de réflexion, presque secrète. Pendant près de 20 ans, il va patiemment assembler les pièces de son puzzle, bien à l'abri des regards, parce qu'il sait que ce qu'il a découvert est absolument explosif. Et voilà, le moment décisif. En 1837, dans un de ses carnets, il griffonne juste 2 mots, « je pense », juste au-dessus d'un petit croquis un peu tremblant. Mais ce dessin, ce n'est pas n'importe quel dessin, c'est le tout premier arbre de l'évolution. L'idée est là, dans toute sa simplicité et sa puissance. Toutes les espèces ne sont pas des créations séparées, elles sont toutes connectées, comme les branches d'un seul et même arbre généalogique. C'est une idée qui va à l'encontre de siècles de croyances. D'accord, mais comment ça marche, cet arbre? Quel est le moteur? C'est là qu'arrive son idée la plus géniale, la sélection naturelle. En fait, il a un déclic en lisant un économiste, Thomas Malthus. Malthus disait que la population humaine grandit plus vite que les ressources, ce qui crée une lutte pour l'existence. Et là, Darwin se dit, mais bien sûr, dans la nature, c'est exactement la même chose. Il naît toujours plus d'individus qu'il ne peut en survivre. Il y a donc une compétition féroce, et seuls ceux qui ont un petit avantage, même minuscule, ont plus de chances de s'en sortir et de transmettre cet avantage à leurs enfants. On peut décomposer ce mécanisme en 3 temps, c'est assez simple. D'abord, il y a la variation. C'est évident, il suffit de regarder autour de nous, on est tous différents. Ensuite, l'adaptation. Parmi toutes ces petites différences, certaines sont plus utiles que d'autres dans un environnement donné, un pelage un peu plus épais dans un pays froid par exemple. Et enfin, l'hérédité. Ces caractéristiques avantageuses sont transmises de génération en génération. Petit à petit, la nature sélectionne les individus les plus adaptés et l'espèce se transforme lentement. C'est ça, l'évolution. Darwin sait que sa théorie, c'est une bombe. Il a peur de la réaction de la société, de l'Église et même de ses propres collègues. Alors il accumule les preuves, année après année. Mais il hésite à publier, jusqu'au jour où un événement complètement inattendu va le forcer à sortir du bois. En 1858, il reçoit une lettre. Elle vient d'un jeune naturaliste qui travaille en Malaisie, un certain Alfred Russel Wallace. Et dans cette lettre, Wallace lui décrit une théorie de l'évolution par sélection naturelle. Une théorie quasi identique à la sienne. Imaginez le choc. 20 ans de travail secret et il est sur le point de se faire doubler. Poussé par ses amis, il se décide enfin à tout rendre public.
Et le résultat ne se fait pas attendre. Le 22 novembre 1859, son livre « L'origine des espèces » sort en librairie. Le premier tirage, 1250 exemplaires, est vendu en une seule journée. Pour un livre scientifique de cette taille, c'est juste un succès phénoménal. C'était la preuve que le public était prêt à entendre cette nouvelle histoire de nos origines. La révolution était en marche. Évidemment, comme Darwin l'avait craint, la publication de son livre déclenche une véritable tempête. Les débats sont houleux, les critiques féroces. Le monde de l'époque, très religieux, est complètement sous le choc. Cette caricature est restée dans les annales. On y voit la tête de Darwin sur le corps d'un singe. C'est vraiment le symbole de l'incompréhension totale et du ridicule que ses opposants ont essayé de jeter sur sa théorie. L'idée que l'humanité puisse être apparentée aux animaux, pour beaucoup, c'était tout simplement une insulte insupportable. Et là, il faut absolument corriger une idée reçue qui a la vie dure. Non, Darwin n'a jamais dit que l'homme descend du singe. C'est une caricature de sa pensée. Ce qu'il a expliqué, c'est que l'homme et les singes d'aujourd'hui partagent un lointain ancêtre commun. Un ancêtre qui n'était ni un homme, ni un singe tel qu'on les connaît. La nuance est énorme. Pour le dire autrement, c'est un peu comme dire que l'on descend de son cousin alors qu'en réalité on partage juste les mêmes grands-parents. Malgré toutes les polémiques, la force des arguments et des preuves accumulées par Darwin a fini par l'emporter dans le monde scientifique. Aujourd'hui, son héritage est absolument partout. C'est le socle sur lequel repose toute la biologie moderne. Alors, c'est quoi son apport fondamental? D'abord, il met un point final à l'idée que la nature aurait un but, une direction. Non, l'évolution n'est pas une grande marche vers la perfection. C'est une adaptation constante à un environnement qui change. Ensuite, il nous offre ce concept magnifique de l'unité du vivant. De la plus petite bactérie à la baleine bleue, on est tous parents, tous issus du même arbre de la vie. Sa théorie est devenue la base de tout. La génétique, l'écologie et même la médecine moderne qui s'en sert pour comprendre la résistance des bactéries, par exemple. Et puis, il nous a offert une nouvelle forme d'humilité, en nous montrant que l'humanité n'est pas le sommet de la création, mais juste une branche, magnifique et complexe, parmi des millions d'autres. On va se quitter avec cette question. Plus de 150 ans après l'origine des espèces, la révolution de Darwin est loin d'être terminée. Ces idées continuent de nous interroger sur notre rapport à la nature, sur notre futur en tant qu'espèce et finalement sur le sens de notre propre existence. Une réflexion qui n'a jamais été aussi pertinente. Merci d'avoir suivi cette présentation.